Bonjour à tous. Alors, une nouvelle petite vidéo aujourd'hui sur un Touareg V10 de 2007. C'est un phase 2. Donc le phase 2, en fait, vous le reconnaissez aisément, c'est celui où les phares ont un arrondi ici en dessous, hein, on reconnaît ça essentiellement. Donc on a toujours un V10 à l'intérieur de type BLE avec toute la partie anti-pollution connue. C'est un moteur, je reviendrai dessus au niveau de son état. Alors celui-ci il m'est arrivé avec pas mal de pannes. La toute première, ça se voit tout de suite, c'est sa position au sol. Suspension baissée à l'avant et levée à l'arrière. Donc visiblement un problème de suspension pneumatique. C'est une première pour moi. J'en ai pas eu beaucoup qui avaient des problèmes de suspension. Donc ici, on va diagnostiquer en priorité le problème de suspension. On reviendra au moteur ensuite et ses fuites traditionnelles. Et puis donc, ce petit tuto va vous permettre déjà de comprendre le principe de fonctionnement de la suspension pneumatique et tous ses organes. Et puis, je vais essayer de décomposer l'analyse de la panne pour arriver à la solution finale. Donc, on va commencer tout de suite en vous montrant où sont les différents organes qu'on va contrôler. Alors, première chose, chaque amortisseur pneumatique qu'on voit ici, donc là on a la partie qui se gonfle, qui est visible, plus une partie qui est derrière la partie en aluminium qu'on ne peut pas voir, une protection ici de l'amortisseur hydraulique. Un amortisseur pneumatique de Touareg, c'est l'association d'une partie pneumatique avec une partie amortisseur hydraulique traditionnel. L'amortisseur hydraulique est lui-même, alors là on le verra peut-être pas bien, mais il est lui-même à la base piloté par une électrovanne CDC. Qui permet de donner le type de dureté du fluide par recirculation de l'amortisseur hydraulique. C'est ce qui vous permet au niveau du bouton à l'intérieur du véhicule, bouton confort, automatique ou sport, de durcir l'amortisseur en fonction de la route. La partie pneumatique ne fait que gonfler l'amortisseur et donne la hauteur de caisse en fait. Cette hauteur de caisse, elle est contrôlée pour chaque roue avec un capteur de position d'angle qu'on voit ici. C'est cette partie ici. Donc c'est une petite partie articulée qui est raccordée au circuit électrique de la voiture, qui est donc supervisée par les calculateurs de suspension, qui va donner à l'instant T la position de la voiture devant et derrière, son assiette en fait. Droite, gauche et avant-arrière, sa position sur deux axes, et qui va permettre de créer la stabilité du véhicule. Sur le haut de chaque amortisseur, on a la canalisation pneumatique qu'on voit ici, qui est de couleurs différentes pour chaque amortisseur, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Ici, elle est verte à l'avant droit, elle est violet sur l'avant gauche, quand on est à l'intérieur du véhicule. Et donc, il convient en premier lieu de vérifier l'étanchéité de ce raccord ici, qui est équipé d'une olive qui vient serrer le tuyau pneumatique de 6 mm et qui est équipé aussi d'un joint d'étanchéité et un joint torique. Il est monté sur cette vanne de pression résiduelle qui est elle-même montée sur une base, sur la base alu avec un joint d'étanchéité. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier ici avec simplement un spray avec du savon que vous n'avez pas de bulle qui se forme et que vous n'avez pas une fuite. Alors quelquefois on l'entend directement à l'oreille, mais bon, le mieux c'est quand même de mettre un petit coup de spray pour voir si vous avez des fuites visuelles. Alors, la première chose que j'ai vue sur ce véhicule quand je suis intervenu sur le compresseur, qu'on verra après, c'est que sur le tuyau violet ici, mauve, il y avait une belle fuite liée à ceci, un beau trou dans la canalisation, qui est probablement dû au remontage mal étudié des carters qui protègent ici le compresseur et à droite
et à gauche le réservoir de pression. Ils sont montés avec ce type de fixation et j'ai l'impression qu'à un moment, alors quand on voit ça déjà, on imagine bien qu'il y a eu des problèmes de levée de véhicule déjà. Hein. Quand vous avez ce genre de choses, c'est que la plupart du temps, il y a un cric qui a été mis au mauvais endroit ou qu'on a fait du tout-terrain et qu'on s'est pris quelque chose. Donc ça peut expliquer beaucoup de problèmes de panne au prime abord. Si vous rentrez d'avoir fait du tout-terrain et que vous n'avez plus de suspension, commencez par vérifier visuellement que vous n'avez pas ce genre de choses. Donc quand on les remonte avec beaucoup de précautions pour éviter de visser directement dans un tuyau par exemple. Donc ici, alors je vais reprendre ma lampe sinon vous n'allez rien voir. Donc je reviens aux différentes couleurs. Ici, donc, on est sur la partie violette dont je parlais à l'instant. Donc, ce tuyau, à l'endroit où il a été percé, j'ai fait une petite réparation d'urgence pour faire des tests dans un premier temps, pour vérifier l'étanchéité. Donc ici, on retrouve encore une fois le même principe. À l'avant comme à l'arrière, c'est la même chose. Je vous montrerai l'arrière après. Vous avez donc cette petite vanne de pression résiduelle qui a pour but en fait de laisser une pression résiduelle de 3 bar 5 dans l'amortisseur. Et pour quelle raison? Pour éviter d'avoir un amortisseur hydraulique qui soit toujours embuté au repos. Parce que vous imaginez bien que l'amortisseur il finit par prendre des coups et voire il peut tordre son axe. Et en fait sur ce véhicule, la première chose que j'ai vue, c'est que la roue, alors là on ne le voit pas parce qu'il est levé, mais la roue ici, en fait, elle s'incline vers l'intérieur quand on le pose, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Donc, j'ai quand même des doutes sur l'état de l'amortisseur aussi de ce côté-ci. Donc ça, je vérifierai ça dans un deuxième temps. Maintenant, je vais vous montrer un amortisseur arrière pour que vous compreniez comment c'est fait. C'est exactement le même principe. Hein. Là, c'est un qui est déposé. Vous avez là aussi cette même vanne, même principe. Alors, les vannes, à quoi ça ressemble? Je vais vous montrer. Alors, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est une des vannes que j'ai remplacées. Donc vous voyez que ici au bord, on a un petit joint torique qui fait l'étanchéité. Alors on peut très bien avoir des simples fuites à cet endroit-là parce que le joint il est évidemment exposé à toutes les intempéries. Il peut se dessécher avec le temps, devenir craquelé et simplement laisser passer de l'air de manière infime mais suffisante pour faire descendre un amortisseur. Donc la première chose à faire, c'est ou de changer les clapets pour être sûr. On change la vanne plus son joint neuf, ou de changer les joints si on est sûr que la vanne est fonctionnelle. La vanne, elle est fonctionnelle quand on fait un test directement avec ce type de petit raccord. Donc ça, je vais vous montrer dans un instant comment on fait. Qui permet de gonfler l'amortisseur et de tester que la pression est permanente. Donc on peut très bien faire un test sur chaque amortisseur en le laissant un certain temps et en vérifiant que la pression n'a pas baissé. Ça vous garantit d'avoir une étanchéité au moins de l'amortisseur. Et puis faire la même chose depuis les canalisations, ce qu'on va faire dans quelques instants. Donc vous avez sur le net beaucoup de fournisseurs de vannes neuves en deuxième monte qui sont très très proches des vannes originales. Hein. C'est la même fabrication. Moi, je préconise qu'on les change. Hein. Quand on a des doutes, on change les 4, au moins on est tranquille. Et puis, je vous mettrai aussi dans les liens où vous pouvez vous fournir ce petit mano qui vous permet de faire des tests avec les raccords. Alors, à savoir que ce mano n'est pas fourni avec les tubes, ça il faudra vous les fournir séparément. Hein, c'est du tube pneumatique de 6 mm en extérieur pour le Touareg. Et ce mano est équipé d'une petite vanne de gonflage qu'on retrouve sur les pneus. Hein, donc on peut le gonfler directement avec un compresseur. Voilà. On vérifie donc la montée en pression et on vérifie sa stabilité. À côté de ça, on peut très bien se faire un petit montage aussi pour faire des tests en local. Mais bon, pour vérifier la pression permanente, il vaut mieux utiliser ce type de montage. Alors, pour démonter les vannes, il vous faut un outil particulier qui est celui-ci. Alors, c'est une petite douille qui est montée avec deux petits ergots
qui viennent en fait se prendre. Alors, je vais simplement. Alors, attendez, je reprends. Hop. Voilà, là on verra mieux. Donc vous avez un ergot à droite et à gauche qui vous permet en fait de venir avec cette clé faire le montage. Et il est où l'ergot? Peut-être que sans le raccord ça ira mieux. Donc qui vous permet directement de monter ou démonter la vanne. Sans cet outil, ben, c'est pas très accessible. Donc ça c'est une petite pièce que j'ai dû acheter. J'en avais fabriqué une avec une douille dans un premier temps parce que je n'avais pas reçu la pièce. C'est une douille de 13 qui a été modifiée. Donc en la meulant un peu et en faisant 2 ergots, on arrive au même résultat. Alors, si vous avez la patience et des douilles d'avance, ben, vous pouvez très bien vous faire juste ce petit montage qui fonctionne aussi bien que l'original. Voilà, qui vous permet en fait, là on voit bien, de monter dans les ergots. Bon alors, on serre ça pas comme un malade, hein, ça sert à rien, il faut juste faire l'étanchéité. Donc voilà, je vous montre maintenant le compresseur et les diverses canalisations et je vous détaille un petit peu à quoi elle sert. Alors voilà, une fois qu'on a démonté le carter en plastique que je vous ai montré juste avant sur le côté droit, on accède au fameux compresseur ici. Donc le compresseur, il aspire de l'air. L'aspiration de l'air, en fait, elle vient de ce tube-là, qui remonte jusque dans l'habitacle moteur ici là-haut, et qui va directement se raccorder sur le filtre à air. Donc c'est l'aspiration qui est filtrée par le filtre à air gauche. Vous avez ensuite ici diverses prises, hein, le raccordement de la force électrique pour alimenter le compresseur. Donc là-dessus, on peut aussi faire un montage pour faire des tests, pour voir si le compresseur monte, hein, il n'y a que 2 bornes, plus moins. Donc avec un raccord, on peut très bien tester ça sur une petite batterie. Vous avez alors un autre câble qu'on ne voit pas, qui est de l'autre côté. Vous avez la sonde de température et la commande ici de l'électrovanne qui libère la pression. Et ici, vous avez le pilotage du module qui dessert l'air dans les diverses canalisations. Alors ce module, il ressemble à ceci. C'est ce petit module-là. Donc, 6 canalisations de sortie, la prise de raccordement électrique des divers pilotages. Donc c'est un boîtier qui est moulé dans du bray, hein, donc on ne peut pas le démonter pour le vérifier. Si on a le moindre doute, en fait, il vaut mieux le changer. Ça ne coûte pas très cher, ça, on en trouve sur le net à une centaine d'euros. Pour faire des tests, alors j'en ai acheté un, et ce que je vais faire aujourd'hui sur ce Touareg, parce que j'ai quand même un doute sur le fonctionnement de ce boîtier. C'est un boîtier qui reçoit des ordres directement du calculateur J197, qui est positionné à l'arrière droit dans le coffre, dans l'aile droite, enfin oui, dans l'aile droite quand on est à l'intérieur. Et c'est un boîtier qui n'est pas intelligent, c'est-à-dire que s'il est en panne, il ne le dit pas. En fait, il reçoit des ordres électriques de commutation des électrovannes, plus son alimentation principale. Lui, il est alimenté en 12 volts et il est alimenté par un fusible qui se situe sur le côté droit du véhicule, dans l'habitacle. Ici, vous avez une trappe à droite du tableau de bord. Vous avez un petit fusible en bas à droite de 5 ampères. Je vous mettrai une capture d'écran des alimentations. Et puis, on a un deuxième fusible de 40 ampères qui est au-dessus. Je vous montrerai aussi, qui lui alimente la force de la partie compresseur qu'on vient de voir. Alors, je vais reprendre ma lampe. Donc voilà, ici, donc on a un boîtier que j'appelle non intelligent parce que pas supervisé et qui n'est pas capable de donner des pannes d'alimentation, par exemple, si vous avez un fusible grillé. Donc, il faut bien penser que votre compresseur n'est pas uniquement alimenté par le fusible 40 ampères, qui est plutôt la force qui arrive sur ce câble-là,
mais un deuxième qui est ce module qui peut très bien ne pas être alimenté et ne pas commuter le circuit pneumatique sur ces divers équipements. Donc ça, c'est un truc à vérifier quand vous dépannez. Alors maintenant, je vais vous décomposer un petit peu les diverses canalisations qu'on trouve ici, les couleurs. Donc on retrouve les couleurs vertes et mauves qu'on a vues ici sur les deux amortisseurs avant. La couleur rouge et jaune qu'on va retrouver sur les amortisseurs arrière. Alors où est-ce qu'on va voir ici? Ah bah ici, pardon. L'amortisseur, est-ce qu'on voit la canalisation quelque part? Je ne crois pas qu'on puisse l'apercevoir. Alors, je sais qu'on l'aperçoit ici sur la partie... Ah voilà, ici on voit la partie jaune qui alimente cet amortisseur ici, à droite. Et ici, donc, par conséquent, on est sur le raccordement rouge. Voilà, ici on le voit là, pardon, sur l'amortisseur gauche. Donc, je sais que mes amortisseurs arrière n'ont pas de problème parce qu'ils restent bien levés. Certes, ils ont moins de poids à supporter que l'avant, puisque l'avant, on a quand même tout le groupe propulsion qui pèse énormément. L'arrière est un petit peu plus léger. Donc, je sais qu'à l'arrière, j'ai pas de souci. Donc, on a donc ces deux canalisations qui vont vers l'arrière. Ensuite, il en reste deux. Enfin, trois, pardon. On a la canalisation noire qui, elle, est la pression du compresseur qui arrive au distributeur ici, qui va distribuer aux divers équipements. Donc ça, c'est aussi un point important à vérifier. Hein. Si ça fuit là, bah, forcément, le reste ne fonctionne pas. Et vous avez alors le tube marron qui, lui, est un tube qui revient à l'intérieur de l'habitacle sous le siège conducteur. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez la possibilité sur le Touareg de gonfler vos pneus indépendamment avec un flexible qui est fourni, qui est généralement dans le coffre avec un manot. Et en fait, ce tube-là, c'est le tube de raccordement qui est sous votre siège passager avec une petite opercule en plastique, je vous montrerai, qui vous donne accès à un raccordement sur une vanne. Et quand vous branchez en fait votre raccord, il y a un petit contact ride qui va désaccoupler la partie module pour éviter de dégonfler en fait le circuit de pression résiduel qui est dans la voiture, pour éviter de faire descendre la voiture alors que vous êtes en train de gonfler vos pneus. Donc quand on a fini, on n'oublie pas de le redébrancher, sinon votre compresseur ne sera pas opérant. Donc on voit que sur ce type d'équipement, il y a beaucoup d'équipements qui peuvent empêcher un compresseur de faire son boulot correctement, plus son distributeur. Donc j'ai parlé des capteurs de niveau. Alors ici, on peut voir que comme d'habitude, hein, on a affaire à un Touareg qui pisse de l'huile de partout. Donc ça sera une seconde étape. Hein, comme d'habitude, de la sciure partout. Donc vous avez 4 capteurs d'angle au niveau des roues qui peuvent avoir une incidence sur l'utilisation du compresseur. Et puis vous avez aussi des capteurs de vitesse à inertie qui sont montés aussi sur chaque équipement du véhicule. Ah oui, d'accord. Là, je viens de voir quelque chose qui a été réparé bizarrement. Il va falloir que je vérifie ça. Alors, c'est un véhicule qui n'est pas un DM1. Je vois qu'il a eu pas mal de soucis. Donc, il y aura pas mal de choses à faire dessus. Peut-être même le remplacement des amortisseurs. Ici, le remplacement des triangles inférieurs. Là-haut, on voit que le cardan, il a aussi un souci. Hein. On a un circlips, enfin un collier de serrage qui a disparu, donc probablement un cardan qui est sec maintenant. On voit des dépôts de graisse un peu partout. Ça date visiblement d'il y a un moment. Ici, même topo. Un triangle inférieur qui est mort. Donc ça va faire partie aussi des remplacements, hein, que je vous montrerai peut-être. Et puis ici, un amortisseur qui, je le crains, va me poser aussi un problème puisque la prise est défaillante. Donc ça fait que déjà beaucoup de causes visuellement. On voit que c'est un véhicule qui a déjà été bien bricolé. Je note par exemple qu'il y a des pièces qui n'ont jamais été remontées, comme les vis ici qui supportent ici en bloc de l'échappement. Il y a pas mal de choses. Bon, j'en reviens à mes canalisations. Donc
Le marron, c'est le remplissage des pneus à partir du moment où on a besoin de réparer une crevaison, par exemple. Et puis le dernier, le bleu, qui est une canalisation importante puisque c'est celle qui va vous raccorder les fameux réservoirs. Donc ici, vous en avez un qui est sur le côté gauche du véhicule, qui est sur ce fameux raccord bleu, qui repasse par l'habitacle sous le siège conducteur. Donc là, c'est pareil, hein, le siège conducteur, ben, en fait, quand on le démonte, on fait attention à ne pas venir écraser cette canalisation qui passe juste sur la fixation arrière gauche du siège, qui traverse l'habitacle. Ils auraient pu le faire cheminer en dessous, mais bon, ils ont préféré le faire au-dessus, certainement à cause de la chaleur des échappements. Et là, bon, ben, j'avais aussi un siège qui était démonté, donc mal démonté, puisqu'il aurait dû être démonté que sur la partie avant pour changer la batterie. Et il a été démonté sur la partie arrière aussi, donc il a fallu que je le remette en place. Ici, on retrouve probablement un capteur de vitesse, je pense, quelque chose comme ça. Je n'ai pas vérifié, mais ça doit être quelque chose comme ça. Et donc, cette canalisation qui revient à l'intérieur va aussi, alors là on ne le verra pas parce que c'est dans le coffre, sur un deuxième réservoir qui est sur la partie gauche aussi, qui fait compensation en fait. Hein. C'est des réservoirs de pression qui vous permettent d'avoir une réserve de pression quand le moteur est à l'arrêt pour maintenir un véhicule en place et pouvoir le descendre et le monter à l'arrêt sans que le moteur tourne si nécessaire. Donc, autant de causes possibles de fuite aussi, hein, puisque là, on voit qu'on a aussi un raccord du même type avec un joint d'étanchéité. Donc là, la première étape, ça va être de démonter toutes les canalisations qu'on voit. Je vais démonter la verte, la rouge, la jaune, la bleue, la violette, pour vérifier chaque étanchéité partant jusqu'à ses périphériques. Avec le mano que je vous ai montré, et puis on va voir si la pression tient en fait. Donc idéalement, la pression, il faudrait qu'on la laisse quelques minutes. Bon, moi, étant donné qu'il y a des fuites franches sur ce Touareg, j'ai pas besoin de quelques heures pour diagnostiquer ce genre de problème. Ça, c'est déjà un problème que j'ai résolu ici. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais le tuyau dont je parlais tout à l'heure, en fait, il est raccordé, alors on voit pas, voilà, non, on voit toujours pas, enfin voilà, vous avez le raccord là au fond, sur le violet, que j'ai mis temporairement pour réparer cette canalisation et avoir quelque chose que je puisse tester dans les meilleures conditions. Donc là, on voit aussi qu'on remonte dans l'habitacle, hein, sur les canalisations qui vont vers l'arrière pour éviter de cheminer près des échappements et d'avoir des véhicules défaillants au niveau de la fonte de ce type de canalisation qui est en polypropylène, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc là, maintenant, démontage de ça et mise sous pression pour vérification. Je vous reprends tout de suite. Bon, je reviens un petit peu à ce testeur qui va nous permettre de gonfler et de faire des tests sur la partie pneumatique. Donc je rappelle hein, ce petit kit qu'on peut trouver sur Internet. Je vous donnerai les liens. Il n'est pas livré avec son petit tube, donc il faut penser à en commander si vous n'en avez pas. Et faire ce petit montage. Donc il est livré avec cette pièce-là, ce raccord droit qui vous permet ou de raccorder directement une canalisation, ce qu'on va faire, et envoyer de la pression dedans, ou, comme c'est le cas ici, d'avoir un système mal-mal pour pouvoir aussi vous raccorder sur un équipement comme une valve comme celle-ci, quand on va faire un test sur une table, par exemple. Donc là, nous, on va utiliser uniquement ce raccord-là. Et ici, avec un compresseur, on va venir se raccorder dessus pour vérifier la montée et le maintien de la pression. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc voici mon montage. Un petit compresseur qui donne 6 à 8 bars. Un manomètre avec, pour gonfler les pneus, hein, tout simplement. Avec un premier manomètre dessus. Le fameux kit. Donc, qui est raccordé sur le manomètre de gonflage. Le manomètre qui va normalement me donner la même pression que celle qui est ici. Et puis le fameux bout de tube qui ici est raccordé sur le bleu
Donc le bleu, je rappelle que c'est les 2 réservoirs qui sont à l'arrière. Donc ça, c'est le premier test que je vais faire. Je voudrais vérifier que les réservoirs sont étanches. Donc là, je mets de la pression. Vous voyez ce que je vois? Regardez, hop. Donc ça, je rappelle que c'est un réservoir qui est censé se charger au même titre qu'un réservoir de compresseur sur lequel je suis raccordé. Donc là, on commence à avoir un maintien de pression. Alors peut-être qu'on était juste au démarrage. Il faut attendre. Comme il y a 2 réservoirs, il est possible qu'il y ait une répartition d'un réservoir à l'autre qui fasse baisser la pression. Donc on va monter un peu. On monte très lentement. On va regarder l'autre. Donc l'autre me donne une pression similaire, 5 bars. Donc on est bon au niveau contrôle. Donc si je relâche, bon, en fait, donc fausse alerte, c'était juste à mon avis le brassage entre les 2 réservoirs qui me donnait l'impression d'avoir une fuite. On va voir si ça se maintient. On est presque à 5 bars. Ici, c'est à peu près une valeur similaire, 5,1. Et là, je suis un petit peu, ouais. On a moins 1 plus 1, quoi. Donc l'idée, une fois qu'on a gonflé, bon là, a priori, j'arrive pas à gonfler plus. Je vais regarder au niveau de mon compresseur, au niveau de ma cuve, combien j'avais de disponible. Donc là, je suis à peu près sur la même valeur. Ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher sur le secteur pour voir s'il compense. Et je vous reprends tout de suite. Bon, mon compresseur n'a pas démarré, donc qu'il n'avait pas besoin de se gonfler. Donc ici, je pense que voilà, on est à 5 bars de pression constant. Au niveau des réservoirs, on n'a pas trop bougé depuis tout à l'heure. Donc je pense qu'on n'a pas de fuite. Ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais juste débrancher mon compresseur et vérifier. Donc là, on est toujours à 5, à peu près 4,5, on va dire. Donc 4,5, c'est évidemment très peu. Ces réservoirs ont une soupape de sécurité en fait qui est ici, qui déclenche à 20 bars. Donc à mon avis, on peut monter en moyenne jusqu'à 15 bars de pression, entre 10 et 15 au niveau de l'utilisation pour les divers équipements. Donc il est évident que mon compresseur ne donne pas suffisamment de pression pour tester dans les meilleures conditions. Mais bon, ça permet au moins de vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Et on voit donc le raccord droit dont je vous parlais. Donc ici on a du 13 et ici chaque raccord c'est du 12 et on vient simplement se raccorder dessus. On gonfle avec une vanne qui correspond aux mêmes vannes que vous avez sur les pneus et on gonfle ça directement avec un compresseur. L'avantage, c'est qu'on peut vérifier la stabilité de l'air. Alors, on peut le laisser quelques heures, on peut le laisser quelques minutes. Dès que ça fuit, on sait qu'on a une fuite. Donc ça, je vais tout de suite faire la même chose sur le reste des canalisations que j'ai démonté. Donc, les 2 avant et 2 arrière. Je vais voir la stabilité. Alors, je vais d'abord commencer par les arrières parce que je suis persuadé que ceux-là sont bons. J'ai eu de gros doutes sur les 2 avant. Donc, on va tout de suite faire la suite. À tout de suite. Alors voilà, ici on est raccordé sur la partie arrière gauche avec une pression qui est environ 4 bars. Alors à savoir que la pression résiduelle est de 3 bars et demi. Donc on n'est pas très loin de la pression résiduelle. Le principal, c'est simplement de vérifier qu'il y a une fuite. Donc 4 bars pour vérifier une fuite, c'est suffisant. C'est pas suffisant pour une utilisation du compresseur lui-même.
qui donne probablement quelque chose supérieur à 10 ou 15 bars. Donc en fonction de la montée de l'amortisseur. Donc le but là, c'est uniquement de vérifier les fuites. C'est pas tant de le mettre en situation d'utilisation. Donc arrière gauche, pas de fuite flagrante en tous les cas. C'est ce qui me semblait bien. Maintenant, on va faire arrière droite. Bon voilà, après avoir un petit peu rechargé mon compresseur, hein, qui était à l'arrêt, on est un petit peu plus haut, 5, 6, 7 bars à peu près. Donc là, on est raccordé sur l'arrière droit et comme prévu, ça bouge pas non plus, on est maintenu. Donc, pas de fuite non plus sur l'arrière droit. En tous les cas, rien de flagrant pour le moment. Allez, on va passer à l'avant. Alors maintenant, on est raccordé sur le fameux tuyau mauve, celui que j'ai réparé temporairement. Donc lui, c'est l'avant droit, enfin l'avant gauche quand on est au volant. C'est ce qui m'inquiète le plus à l'avant. En fait, sur les amortisseurs avant, j'ai pas trop d'inquiétude sur la partie pneumatique, mais plutôt sur la partie hydraulique, amortisseur hydraulique. Parce que comme l'ancien client a roulé avec des amortisseurs qui gonflaient pas à l'avant, bah, il est venu en butée. Hein. Et vu la gueule de l'angle de la roue à l'avant, je me demande même si l'axe ne serait pas tout simplement tordu, l'axe de l'amortisseur. Donc là, pour l'instant, malgré la réparation de fortune que j'ai faite, la pression se maintient. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que mon problème n'est pas encore sur une canalisation percée pour le moment. Alors on voit hein, la gueule du pneu qu'il y a forcément un défaut de parallélisme, ce qui n'est pas le cas ici à gauche. Et en fait, bah, la roue, elle est plutôt comme ça en fait quand il pose par terre. Donc je pense que de ce côté-là, il va y avoir des choses à faire. Ici, l'amortisseur, il semble avoir descendu. Je vais prendre la lampe, ça ira mieux. Voilà, donc l'amortisseur semble être tendu. Je vois pas de fuite sur l'amortisseur, mais bon, faut rester méfiant. Il m'est arrivé de trouver des fuites d'huile alors que l'étanchéité du flexible qu'on voit là était totale et en fait l'huile ne descendait pas, donc on ne voyait pas la fuite. Donc ça peut aussi venir d'une fuite interne de l'hydraulique. Là on voit bien le capteur dont je vous parlais en haut. Donc ça c'est le capteur d'angle. Ici la vanne CDC dont je parlais tout à l'heure, c'est la vanne qui va donner la dureté en fonction du mode de conduite. C'est une vanne qui fonctionne en 5 volts de mémoire, qui va commuter à l'intérieur une ouverture de vanne qui va donner plus ou moins de fluide dans l'amortisseur et qui va donner une dureté différente. Alors ça fonctionne avec des intensités différentes, c'est assez complexe comme principe. Ici tout en haut, vous avez des capteurs. Alors celui-là, je crois que c'est le capteur d'inertie de vitesse. Il y en a un à droite et un à gauche. Parfois, ils sont montés sur l'amortisseur, mais ça semble pas être le cas sur celui-là. Donc voilà. Donc là, la prise, par contre, est en bon état, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Je ne sais même pas si elle est rentrée d'ailleurs. Il va falloir que je vérifie ça. Ils ont explosé la prise et ils ont mis un colson autour. C'est pas top, hein. Bon. Donc voilà, donc le flexible ici est sur l'avant gauche. Et si on regarde de nouveau la pression, elle n'a pas bougé. On va passer sur le dernier, donc l'avant droit, le vert. Et je vous reprends tout de suite. Alors on passe au dernier, au vert. Donc là, avec le compresseur qui tourne,
J'arrive à cette barre, hein. C'est ce que mon compresseur peut donner en maxi de toute façon, donc je suis à la valeur maxi. Voilà, j'enlève le raccord. Et là. Alors, ce que je fais là, c'est surtout pour chercher des fuites évidentes. Ce n'est pas des fuites à long terme. Si vous voulez être sûr de vérifier une fuite lente, qui peut très bien s'écouler sur une nuit, vous laissez votre accord toute une nuit sur la roue en question et vous vérifiez vos valeurs le soir et le matin. Ça, c'est surtout pour voir les fuites lentes. Là, je suis plutôt sur de la fuite évidente et rapide. C'est ça qui m'intéresse dans l'immédiat. Voilà, donc ça semble pas être le cas. Les deux amortisseurs se gonflent bien à l'avant, mais moi, mon doute, il reste sur la partie hydraulique. Ok, donc là, on a fait le tour de l'ensemble des roues, on a fait le tour du réservoir, on voit qu'on n'a aucune fuite partout. Moi, j'ai mes deux doutes encore sur cet ensemble, où la partie compresseur qui fait du vent, on va dire, mais qui ne donne pas de pression, un peu comme une tension qui ne donnerait pas d'intensité, et qui donc serait pas suffisante pour gonfler le réservoir. Comme le réservoir, lui, il arrive sur une soupape de pression, en fait, un capteur de pression en barre qui doit donner le top départ pour faire de la distribution. Si la valeur n'est pas atteinte, ben, en fait, vous ne gonflez pas vos roues, tout simplement, parce que le bloc pneumatique ne libère pas la pression vers les différentes roues. Donc ça peut être une des premières causes, hein, un compresseur qui a un cylindre qui est usé avec un segment qui est usé, ce qui arrive souvent. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on peut aussi avoir un module qui ne fonctionne pas correctement, hein, qui reste bloqué. Et donc, le truc que je vais faire avant de recevoir mon nouveau compresseur, puisque en fait, j'ai commandé un compresseur complet neuf, bah, c'est quand même de faire un essai avec le remplacement du module hydraulique, enfin pneumatique, pardon, de distribution pneumatique pour vérifier une dernière fois si mon compresseur me donne suffisamment de pression. Si je constate le même phénomène, ben, en fait, on aura un compresseur qui donne pas sa pression tout simplement. Donc deux causes possibles, un compresseur qui donne plus de pression parce qu'il est usé au niveau de sa segmentation, ou un distributeur ici qui fait plus son boulot, et comme il n'est pas supervisé, ben on le sait pas. Et donc, comme j'ai un module d'avance, je vais quand même faire un dernier test de remplacement du module. Donc, je vais vous montrer comment. Et puis, on va refaire un test en réel en mettant toutes les canalisations avant de recevoir le compresseur neuf qui fera probablement, qui résoudra probablement notre problème, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on n'a pas de fuite ailleurs. Je reprends tout de suite. Voilà. Donc, l'ancien bloc, le nouveau. On voit que sur de la fabrication de seconde monte, en fait, on est sur des produits similaires, hein. On doit être sur les mêmes constructeurs, probablement. Celui-là, il est de 2021. Et celui-là... qu'est-ce que je lis? Ah ben 2021 aussi, a priori. Apparemment. Mais bon, dans tous les cas, comme j'ai un doute, je vais au moins tester ça avant de recevoir le nouveau compresseur. C'est peut-être simplement le compresseur qui fait plus son boulot. Probablement. Mais bon, on est sur vraiment des montages similaires. A priori, un boîtier qui n'est pas très vieux, alors finalement. C'est peut-être pas lui qui est en cause, c'est peut-être tout simplement le compresseur qui donne plus de pression, ce qui est aussi assez courant. Donc, on va au moins monter celui-ci pour lever le doute une fois pour toutes. Voilà, ici j'ai remis le nouveau boîtier sur son support. Donc il est simplement maintenu par les deux vis qui sont ici. Il faut descendre légèrement le
le compresseur en démontant la vis qui est ici, et puis desserrer un peu celle du fond pour garder un peu de marge au-dessus pour passer. J'ai volontairement pas mis les raccords neufs qui sont livrés avec, parce que je me les réserve pour le montage définitif. Là, on voit que tout est neuf, hein. Donc vous voyez, ici vous avez... ils sont livrés avec des petits supports en plastique simplement qui permettent... Alors, attendez, je vais l'enlever, voilà. Qui permettent en fait de maintenir la petite olive qui est ici, celle-là, en place dans le bout du support. Donc attention quand vous les démontez à ne pas perdre ça, parce que ça c'est ce qui fait l'étanchéité et qui va serrer la partie du tube qui est une olive qui se resserre en fait, hein, vous voyez l'ouverture là. Quand vous allez faire le serrage avec le filetage, ça va venir pousser, ça va bien resserrer ça. Et en fait, ça fait l'étanchéité autour de votre tuyau d'origine. Et une fois que c'est fait, en fait, ça le maintient captif ici. Donc ça se resserre à chaque fois. D'ailleurs, un petit truc, quand vous desserrez ce type de support, je vous conseille de maintenir le tube pour l'empêcher de tourner avec. Alors des fois, moi je mets un peu de W40 ici de ce côté-là pour que ça graisse un peu l'intérieur. C'est plus facile de le tourner sur son support. Donc attention à ça. Et puis donc quand vous en servez pas, vous remettez votre support dessus. Et l'olive. Donc l'olive, il y a un sens, hein. Elle est conique d'un côté. Donc la partie conique, en fait, elle vient à l'intérieur. Elle vient vers l'intérieur. Voilà. Et non pas vers l'extérieur. Ok. Donc ça, je les garde pour le montage final, dès que j'aurai reçu le nouveau compresseur. D'ailleurs, à mon avis, il sera équipé avec. Donc pour l'instant, je préfère pas les abîmer. Donc ça, c'est toujours l'ancien. Et là, le nouveau est en place. Donc maintenant, je vais faire le raccordement de l'ensemble des canalisations. Donc on voit que le dernier que j'ai raccordé n'a pas bougé. Je n'arrive pas à faire la mise au point, voilà. Donc, remontage de tout ça, et puis on va faire un petit essai en réel. A tout de suite. Donc voilà, remise en place de l'ensemble de la partie pilotage pneumatique, du module pneumatique. Donc on peut mettre un peu de W40 comme je le disais sur les raccords pour les tourner à la main. Vous les vissez d'abord à la main et ensuite vous finissez à la clé. On ne sert pas ça comme des malades, on ne casse pas le filetage, on ne force pas. Une fois qu'on a fini, on branche les 3 prises, donc le pilotage, l'alimentation du compresseur, et puis la sonde de température et l'électrovanne, la soupape qui est ici. Bon, maintenant on va faire un test en réel pour voir si ça va mieux ou pas. Il faut que je remette la vis d'abord. Et puis je fais le point avec vous, mais bon, je pense que le compresseur est fatigué. A tout de suite. Bon, ici on voit que la température est un peu trop élevée, hein. On est bien trop haut. La pression, vous voyez, elle dégringole. Donc là le compresseur vient de s'arrêter à cause de la température. Bon, ça c'est typiquement un problème de compression qui surchauffe parce que la segmentation est morte, probablement. Ce qui fait que le véhicule il n'a pas bougé. Donc il est toujours en position haute pour la compensation à l'arrière. Il est trop bas à l'avant. Et ça ne monte pas. Donc là on va vers le remplacement du compresseur. Bon, donc pour résumer, parce qu'il y avait le bruit du moteur, on a un compresseur qui tourne, qui monte en température, qui donne un peu plus de 5 bars. Je pense que c'est pas suffisant. Bon, il faudra que je contrôle la pression sur le compresseur neuf pour voir la différence, mais ça me semble faible.
faible, et en plus il monte en surchauffe à plus de 180 degrés pendant qu'il tourne, donc ça le met en sécurité, donc il s'arrête. Je pense que la partie compression est usée, donc avec le remplacement du compresseur, on devrait rentrer dans l'ordre, ce qui fait que il continue à ne pas monter, hein, tout simplement. Ah, désolé pour la cloche. Donc voilà, suite au prochain remplacement du compresseur dès que je l'aurai reçu. À bientôt. Alors, je voulais faire un petit point aussi, avant de finir, sur la levée des véhicules, surtout du Touareg. Si vous regardez l'alignement de la bordure ici, et que vous regardez ici, vous voyez qu'elle est complètement rabattue sur l'extérieur, preuve qu'elle a été levée n'importe comment, et probablement avec un cric rouleur. Et comme juste au-dessus, vous avez le compresseur, on a vite fait d'abîmer l'équipement. Vous voyez que la patte ici est complètement tordue à l'intérieur. Donc ça, c'est ce qui recouvrait le plastique qui couvrait tout ça. Et en fait, on a vite fait donc d'abîmer la voiture. Et regardez l'état de la bordure extérieure. Alors qu'avec un pont, vous voyez, on peut s'appuyer directement sur l'ancrage qui va bien. Donc là, ici, de ce côté-là, ça va encore. Sur la longueur, ça va encore. Sur l'arrière, il n'y a rien. Ici non plus. Moi, je me lève toujours ici sur le berceau arrière, pour la partie arrière. Au moins, c'est bien équilibré. On n'a pas de problème de ce côté-là. Et puis l'avant, on a des points de levée qui sont vachement bien faits. Donc autant en profiter, éviter d'abîmer un bas de caisse comme ça qui est enfoncé. Et tout ce qui va au-dessus, qu'on ne voit pas, et qu'on peut lever n'importe comment et abîmer. Donc je pense qu'au départ, le compresseur a dû être abîmé sur quelque chose qui a été mal fait, sur une mauvaise levée. Enfin voilà, donc attention quand vous levez vos Touareg à ne pas vous mettre n'importe où, tout simplement. Allez, à bientôt.